C'est trop long, franchement, de faire la liste de toutes les récompenses qu'il a reçues, toutes les distinctions qu'il a reçues dans sa vie. J'en citerai deux. La médaille d'or du CNRS et le prix Vetlesen, qui est considéré comme un peu le prix Nobel pour les scientifiques. C'est ça. Voilà. Mais tu es aussi un homme qui s'engage, un homme résolument engagé. Tu as été vice-président du GIEC, tu nous diras de quoi il s'agit tout à l'heure, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007. On en parlera aussi tout à l'heure. Et je le sais parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît un petit peu, je sais ton grand attachement à partager des connaissances scientifiques avec les publics les plus larges, et en particulier les jeunes. Et ça tombe bien, des jeunes, nous en avons une belle rangée ici. Voilà. Alors, ils s'appellent Zoé, Julie, Colline, Nathanaël, Thomas, Valentin et Alexandre. Pourquoi on peut les applaudir? Ils sont très beaux, hein, déjà. Hein, ils sont très beaux. Ils travaillent et ils vivent à Saint-Palais, au lycée Jean Héricard. Et pourquoi on a choisi de les mettre sur scène plutôt qu'un peu plus anonyme dans la salle? Eh bien, si j'ai bien calculé, ces jeunes gens, ces jeunes filles, très beaux, auront 70 ans en 2070. Ce qui veut dire, je pense, que du temps de leur vie personnelle et professionnelle, ils auront apporté les problèmes, les grands enjeux environnementaux qu'on aura bien voulu leur laisser. Et que les discours de ce soir, eh bien, s'adressent d'abord à eux, et on les a mis bien à l'évidence pour s'en rappeler. Voilà. Alors, je voudrais aussi souhaiter une bienvenue extrêmement amicale, je la cherche, elle a dû se cacher par là, à Madame Jouzel, qui a accompagné Jean. Voilà. Et puis je voudrais aussi présenter mon compère dans l'animation de ce soir, et qui travaille au service environnement du conseil départemental. Je crois que j'ai vu aussi Anne-Marie Bruté qui occupe une grande responsabilité, et je voudrais la remercier pour l'aide qu'elle a apportée à ce projet, que le conseil départemental a apporté à ce projet, et qu'elle continue d'y apporter. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je pense n'avoir oublié personne. Après un exposé d'une trentaine de minutes, on verra, on passera aux questions très nombreuses, c'est ce que j'en préfère, aux questions très nombreuses auxquelles il essaiera de répondre. Mais pour l'instant, je donne la parole à Valérie François pour lancer la discussion de ce soir. It's a Pitz. Merci Pancho. Donc il me revient effectivement la tâche d'introduire très brièvement, hein, je vais être très rapide, le propos effectivement de Jean Jouzel, et je vais faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez des manuels scolaires des années 60, 70, 80? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nos profs à l'époque d'histoire géo, de biologie s'évertuaient un petit peu à nous faire comprendre les premiers effets du changement climatique en nous montrant des photos de glaciers. Ça vous dit quelque chose? Des glaciers dans les Alpes, dans les Pyrénées ou sur le Kilimandjaro par exemple, hein, des photos avant, après. Eh bien, ils essayaient effectivement de nous faire toucher du doigt les premiers effets du changement climatique. Ça, c'était dans les années 60-70. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des décennies qui se sont déroulées naturellement, et on s'étonne aujourd'hui, on se surprend même à ouvrir le journal, regarder le journal d'aujourd'hui, qui met en avant le climat. Il y a au moins 4 sujets qui étaient traités aujourd'hui dans le journal.
Premier sujet, disparition de 8 îles en Micronésie, dans le Pacifique. Vous savez que dans le Pacifique, l'eau a tendance à monter de façon beaucoup plus importante qu'ailleurs. Le niveau marin a tendance à monter un peu plus. Et donc les îles qui sont relativement basses, eh bien, disparaissent de la circulation, sont rayées de la carte. Deuxième sujet, ça ne vous a pas échappé, la multiplication des ouragans dans les Caraïbes. Le dernier, effectivement, a frappé la Guadeloupe, la Martinique et surtout la Dominique cette nuit, en passant en 24 heures d'un niveau 3 à un niveau 5. Donc ça, ce sont des effets quand même tangibles, enfin qu'on a maintenant sous les yeux. Et puis, à côté de ça, on s'aperçoit que le climat s'invite parmi les discussions au plus haut niveau, puisqu'il y a l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui, et parmi les sujets qui étaient traités, il y avait la question du climat. Deuxième élément, Nicolas Hulot, notre ministre de l'Environnement, a présenté pas plus tard qu'hier donc sa politique sur son plan climat qui décline quatre axes pour réduire les gaz à effet de serre. Donc vous voyez un petit peu, en quelques décennies, on est passé d'une information un peu pédagogique à une information de tous les jours, pratiquement tous les jours. Donc on peut, si on essaie de faire un petit peu de prospective, essayer de se projeter et de se dire, finalement, dans 4-5 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Les jeunes, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils vont peut-être recevoir de l'information quasiment tous les jours sur un événement qui va se produire dans le monde et qui est lié forcément à ces questions de climat, de changement climatique. Mais sans essayer de faire de la science-fiction, ce que je vous propose, c'est d'écouter donc Jean Jouzel, qui va revenir justement un petit peu sur cette histoire, sur ces éléments d'histoire, et puis qui va essayer de se projeter sur l'avenir et voir un petit peu quel va être notre quotidien dans quelques années. Voilà, à toi Jean. Bonsoir à tous. Merci à Pancho, à François, et surtout merci à tous ceux qui ont préparé cette soirée. Merci à vous tous. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais nous y sommes, et c'est avec beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir vraiment que je suis ici. Donc effectivement, c'est un sujet devenu médiatique, mais c'est un sujet qui, pour moi, est, disons, au centre de ma vie de chercheur depuis... maintenant, j'ai commencé ma thèse il y a 49 ans, à peu près. Donc en 68, donc j'ai travaillé rapidement sur les glaces polaires, d'abord sur la formation de la grêle, et... sujet hautement intéressant aussi, et disons la façon de reconstruire les climats passés à partir des glaces polaires. Et c'est vraiment à partir de cet intérêt pour les climats du passé que je me suis intéressé au climat du futur, parce qu'en fait il y a une continuité. Si on veut bien comprendre comment fonctionne le climat, comment il fonctionnera, comment il va évoluer, eh bien je pense qu'il est aussi assez important de comprendre comment il a fonctionné dans le passé. Alors c'est ce qui m'a intéressé. Et alors j'ai eu la chance, en tout cas, j'étais déjà impliqué dans ces domaines. La prise de conscience de ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire du rôle des activités humaines sur le climat, elle date des années 70-80. Alors là, disons, on a différents outils pour voir comment le climat va évoluer. Les modélisateurs, ils utilisent des modèles qui sont les mêmes que ceux qu'utilisent pour les prévisions météo. Simplement, on les fait tourner plus longtemps sur l'ensemble de la planète, mais voilà, et que nous disent les modèles dans les années 80, eh bien, c'est que si on double la quantité de gaz carbonique, nous allons vers des réchauffements compris entre 1,5 degré et 4 degrés. On peut aller vers des réchauffements de 3 degrés d'ici le milieu de ce siècle, parce qu'on parlait d'un doublement des quantités de gaz carbonique pour 2050. J'ai aussi eu la chance, c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs la médaille d'or du CNRS, de participer avec Claude Lorius et beaucoup d'autres à cette découverte d'un lien c'était en 87, d'un lien entre gaz à effet de serre, vous voyez là, et climat dans le passé. Donc ça, c'était une chose qu'on ne savait pas. Dans les glaces polaires, on mesure à la fois, disons, on est capable à la fois de reconstruire les températures, vous voyez au milieu là. Donc ça, c'est sur plus de 200 000 ans. Donc il y a la période actuelle à gauche, il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. Et la précédente période chaude, c'est à 125 000 ans. Et on voit qu'il y a moins de gaz à effet de serre pendant les périodes froides, plus de gaz pendant les périodes chaudes. Plus de gaz à effet de serre, méthane et gaz carbonique.
Ça permet vraiment d'illustrer le lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. Donc, et aussi ce lien, eh bien, parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme à l'époque, et ça a joué un rôle donc dans la mise sur pied du GIEC. C'est 88, donc en gros c'est une décision politique. Donc les scientifiques disent il y a un problème, les politiques répondent en disant on va créer un groupe de travail, et ce groupe de travail existe toujours. C'est donc le GIEC. Donc moi je m'y suis longtemps impliqué, j'étais vice-président de son groupe scientifique pendant une vingtaine d'années. Une quinzaine d'années, j'ai été d'abord auteur pendant une dizaine d'années, 2 fois dans 2 rapports. Et c'est quoi l'objectif de ce GIEC ? Eh bien, c'est un objectif très simple. C'est simplement de faire un état des lieux critique de tout ce qui touche à l'évolution du climat. Alors, pas simplement quelles en sont les causes, mais aussi les conséquences, les solutions à mettre en œuvre dans tous les domaines. C'est ça le rôle du GIEC, c'est surtout pas de faire des recommandations aux décideurs, aux politiques. Ce qui nous intéresse, c'est pas de dire aux politiques ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment de leur dire que, disons en gros, s'il n'y a pas de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, on va vers des réchauffements de 4 à 5 degrés. Et si on veut, si on veut limiter le réchauffement, il faut effectivement émettre moins de gaz à effet de serre. Mais vraiment, c'est une décision politique. Donc, là, on va parler de la Convention climat. Le GIEC fait des rapports. Disons que nous sommes partis dans le 6e cycle du rapport du GIEC. Mais dès le premier, je dirais que la messe était dite dès le premier rapport en 90. C'est ça qui est important, et c'est ce qui se vérifie actuellement. C'est-à-dire en 90, le premier rapport du GIEC, j'ai déjà cité le chiffre, disait qu'on risquait d'aller vers des réchauffements de 3 degrés avant 2100 et des élévations du niveau de la mer de 65 cm. On n'a fait que confirmer ces chiffres depuis une vingtaine d'années. Donc, bien sûr, on a affiné, on a des modèles plus précis, on a beaucoup plus de données, mais c'est avant tout une confirmation. Alors, disons que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, puisque 90, c'est le premier rapport du GIEC, 92, la Convention climat, sommet de la Terre de Rio, qui se met en place. Et vous voyez, donc, avec un objectif très simple, de bon sens. Donc, je vais vous dire ce que c'est que les gaz à effet de serre, mais vous le savez tous, ce qui c'est ici, mais c'est de stabiliser, puisque l'augmentation des gaz à effet de serre, ça contribue à augmenter le chauffage, la quantité de chaleur disponible pour l'océan, l'atmosphère, les glaces. Et donc, si on veut stabiliser le réchauffement climatique, il faut stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, avec des conditions auxquelles généralement on adhère, que la production alimentaire ne soit pas menacée, par exemple. Et dès au départ, en fait, on se rend compte, si on prend, donc il y a 3 gaz à effet de serre principaux, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote. Si on prend le gaz carbonique, à l'époque, il y avait 20 milliards de tonnes de gaz carbonique à peu près émises chaque année, ou un peu plus. Mais il y en avait donc à peu près un quart qui est absorbé par la végétation, un quart par l'océan. Il en reste, disons, un peu moins de 50%, parce que c'est des gros quarts dans l'atmosphère. Donc, on comprend que si on veut limiter la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, qu'elle n'augmente plus, eh bien, il faut que ce qu'on émet ne soit pas supérieur à ce qui est capable d'absorber la végétation et l'océan. Et donc, il faut diminuer les émissions. Ça, on le comprend tout de suite, et on comprend assez rapidement, et c'est d'ailleurs l'objectif donc la première conférence climat se réunit à Berlin, et dès la troisième conférence climat, c'est le protocole de Kyoto. C'est-à-dire que ce message du GIEC, c'est aussi le 2e rapport du GIEC à l'époque, le message du GIEC est quand même pris en compte dans les textes, en fait, mais pas dans la réalité, puisque le protocole de Kyoto invite les pays développés à diminuer leurs émissions d'à peu près 5%. Alors le protocole de Kyoto, à l'époque, il est bien dimensionné. Le problème, et on est dans le même cas de figure malheureusement, c'est que George Bush arrive au pouvoir à la présidence des États-Unis en début 2000, et les États-Unis décident de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Et donc, en fait, c'est le premier pays émetteur à l'époque. Et évidemment, le protocole de Kyoto ne remplit pas loin de là ses objectifs. Mais s'il avait été un succès, je crois que nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. En gros, si les États-Unis ne s'en étaient pas retirés.
Ensuite, en fait, il y a 3 conférences emblématiques. Hein, la conférence suivante importante, c'est celle de Copenhague. Pourquoi? Bien parce qu'on est en 2009. Le protocole de Kyoto, c'est sur la période 2008-2012. Et donc, en 2009, tout le monde se met d'accord. Tous les pays de la planète sont présents dans cette convention climat. Tout le monde se met d'accord pour dire on doit avoir un accord on doit en avoir un accord en 2009. C'est Copenhague, si possible un accord ambitieux, c'est l'échec, hein, puisqu'en termes de pays impliqués, il n'y a pratiquement que l'Europe. Hein. Nous sommes dans cette deuxième phase du protocole de Kyoto, 2013-2020, et en fait, dans cette deuxième phase du protocole de Kyoto, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays, ça représente moins de 15% des émissions qui sont impliqués avec des engagements contraignants, hein, disons avec des engagements chiffrés contraignants. Donc on voit bien Alors, à l'inverse, le protocole de Kyoto a complètement changé l'esprit de la Convention climat. Alors, dans la Convention climat initiale, on parlait de stabiliser l'effet de serre, mais sans donner de chiffres, sans donner d'objectifs chiffrés. C'est à partir de Copenhague que l'objectif chiffré a été, vraiment, il a été mis en avant par les politiques. C'est une décision politique de la Convention climat, de dire, et elle est tout à fait justifiée, de dire qu'il faudrait tout faire pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Si possible, d'ailleurs, on cite aussi le chiffre d'1,5 degré. Hein. Donc ça, c'est la décision de Copenhague. C'est important parce que... Alors, il y a aussi un deuxième chiffre à Copenhague. En gros, pour se faire pardonner de ne rien avoir fait, les politiques, les pays développés ont promis aux pays en voie de développement 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. Ah, mais elle aime bien, hein. Voilà. Donc la 3e conférence emblématique, pour la même raison, pour une raison d'agenda, c'est celle de Paris. Hein, donc tous les pays étaient d'accord pour que 2015 soit l'année où on doit décider d'un accord pour l'après 2020. Hein, parce que si on veut que l'accord soit entériné par les pays, mis en œuvre, donc voilà, donc c'est pour ça que la conférence de Paris est importante. La conférence de Paris a été un succès, on verra, mais il y a aussi des côtés assez négatifs de cette conférence, de ses résultats actuellement, dont on parlera. Alors, la conférence de Paris s'est complètement appuyée sur le 5e rapport du GIEC, dont je vais vous donner quelques résultats. D'abord, le réchauffement est bien là. Vous voyez, en gros, on a eu... on voit bien sur cette... si vous regardez, donc il y a des années 2016, il y a eu 3 années records successives, 2014, 2015 et 2016. Et en fait, les années rouges, vous voyez, les années rouges sont des années qui sont généralement au-dessus de la moyenne. Ce sont des années où il y a ce phénomène El Niño, c'est-à-dire une partie de l'océan Pacifique qui est plus chaude que sa valeur moyenne. Et donc ça se traduit, ça se reflète dans la valeur de ces années-là. Au contraire, le phénomène El Niña, qui est en train de se mettre en place actuellement, généralement après un Niño fort, se traduit en bleu par des températures un peu plus faibles que la moyenne, que la tendance. À noter également, les années grises, ce sont des années où il y a eu des éruptions volcaniques importantes. Donc par exemple en 91, il y a eu 63-64, c'était le mont Agung, et le Pinatubo en 92, et on voit ces années grises qui sont généralement plus froides aussi que la moyenne. Hein, donc on a vraiment, on voyait aussi que les températures sont 2 fois plus, des réchauffements est 2 fois plus important dans les régions de l'Arctique qu'en moyenne globale. Hein, c'est quelque chose de tout à fait bien documenté. Donc ce réchauffement est bien documenté, donc maintenant, il est quand même le temps de vous dire à quoi il est dû. Hein, en tout cas, on verra si on peut l'attribuer à cette augmentation de l'effet de serre. Alors, c'est quoi l'effet de serre? C'est vraiment quelque chose, par temps clair, comme aujourd'hui ici, ça arrive. Eh bien, le rayonnement solaire nous arrive sans trop de problèmes. Il y a une partie qui est absorbée dans les ultraviolets, heureusement, mais une fois qu'il est réfléchi à la surface de la planète, ses propriétés changent. Et une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par les gaz à effet de serre, dont le premier est la vapeur d'eau.
Donc si on augmente les quantités de gaz à effet de serre, si on augmente l'effet de serre, en gros, eh bien, on va augmenter la quantité de chaleur piégée dans les basses couches de l'atmosphère et on augmente en gros le chauffage. Et si on augmente le chauffage, évidemment, on s'attend à ce que les températures augmentent. En gros, voilà, il y a quelques chiffres. Il y a 200 ans, eh bien, notre planète, en moyenne, avait 240 watts par mètre carré pour se chauffer. Maintenant, elle en a à peu près 3 watts de plus grâce à l'effet de serre. Il y a une petite partie qui est, les aérosols, la pollution contrecarre une partie de ce réchauffement à peu près pour 20%. Mais en gros, voilà, on a augmenté le chauffage de 1%. Alors, on va dire 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est justement ce ce que l'on ressent maintenant. Et bien sûr, si on augmente les quantités de gaz, les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on va largement dépasser ces valeurs jusqu'à des 4 fois plus importantes, jusqu'à 8 watts par mètre carré à la fin du siècle. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, voilà, c'est des choses qui vous sont connues. Le premier gaz à effet de serre, c'est vraiment le gaz carbonique. Ça joue pour les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre. C'est lié pour l'essentiel à notre utilisation de combustibles fossiles. Il y a une petite partie pour la fabrication de ciment et à peu près 5% et 10% pour la déforestation. Ensuite vient le méthane, dont une partie, alors il y a une partie qui est liée aussi à des processus industriels, à des fuites c'est le gaz naturel, mais aussi une partie qui est liée aux décharges, aux ruminants, à chaque fois que la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène, en l'absence d'air, c'est ce qui se passe dans la panse des ruminants également. Le N2O, c'est aussi lié donc pour 8%, donc les engrais, donc ça joue pour 8%, 14% je crois le méthane. Et donc l'agriculture joue en tout cas partiellement sur le méthane et le protoxyde d'azote. Voilà, et puis, alors ce qui est important de retenir, c'est que, alors on augmente le chauffage, mais l'essentiel de cette chaleur supplémentaire il n'y a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. Donc l'atmosphère se réchauffe, mais elle n'utilise que 1% de cette chaleur supplémentaire. L'essentiel de cette chaleur, 93%, vont dans l'océan. 80%, donc, et 3% utilisés par les glaces, 3% par les surfaces continentales. Donc si on veut vraiment regarder ce que c'est la réalité du réchauffement climatique, il faut aller dans l'océan. Et c'est ce qu'on fait. Et malheureusement, je dirais, le diagnostic est sans pitié. L'élévation du niveau de la mer, elle s'est accélérée, elle est actuellement de 3 mm chaque année. 1 mm, ou à peu près, est lié au fait que la chaleur va dans l'océan, donc il y a ce qu'on appelle une expansion thermique, comme tout corps, disons qu'il se réchauffe, il se dilate, et cette expansion thermique joue pour 1 mm. Il y a aussi à peu près un peu moins d'1 mm, c'est la contribution du Groenland, les glaciers, aussi bien le Groenland, l'Antarctique de l'Ouest, la partie qui est juste en dessous de l'Amérique du Sud, contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc on voit bien à travers ces deux témoignages, fonte des glaces, réchauffement de l'océan. La fonte des glaces résulte aussi directement du réchauffement de ces régions. Eh bien on a vraiment à travers cette élévation du niveau de la mer un témoignage très clair du réchauffement climatique. S'il n'y avait qu'un chiffre à donner pour témoigner du réchauffement climatique, je crois que ce serait celui-là. Voilà, donc il y a bien sûr des choses qui sont... par exemple, maintenant, on est à la mi-septembre, c'est l'époque où la couverture de banquise dans l'Atlantique, dans l'océan Arctique, on parle de glace de mer, de banquise, est minimale. Eh bien, vous voyez, c'est à droite, au début du XXe siècle, disons jusqu'à 1950, cette surface minimale était de l'ordre de 10 millions de kilomètres carrés. Maintenant, elle est plutôt de l'ordre de 4 millions de kilomètres carrés. Donc elle est 2 fois moins importante qu'il y a, disons, à peu près une cinquantaine d'années. Donc on voit à travers tout cela des indications du réchauffement climatique. Donc nous, on en conclut que le réchauffement climatique est sans équivoque, et aussi on dit sans précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement climatique équivalent depuis au moins 1000 ans, voire plus. Alors bien sûr, il y a des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui. Il y a 125 000 ans, et si on regarde il y a 50 millions d'années, par exemple, c'était pratiquement 10 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, mais pas d'ailleurs pour des causes liées à l'effet de serre également. Il y a 50 millions d'années, c'était largement l'effet de serre qui a joué sur le climat, mais il y a aussi la position des continents, il y a ne serait-ce que la surrection des montagnes, tout était différent. Mais de façon naturelle, le climat a été
plus chaud qu'aujourd'hui dans le passé, à certaines périodes du passé. Il a été aussi très froid. À certaines périodes, notre planète était pratiquement une boule de glace et elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. C'était il y a 800 millions d'années. Donc il y a eu beaucoup de variations naturelles du climat, mais ce qu'on vit depuis en fait, maintenant une centaine d'années, c'est que sur cette variabilité naturelle du climat se superpose, s'ajoute quelque chose qui est lié aux activités humaines. Par exemple, les 3 dernières décennies ont été les plus chaudes qu'on ait jamais connues depuis au moins 1000 ans. Alors, effectivement, c'est la question qui est une question tout à fait légitime. Vous nous dites que le climat se réchauffe, que le chauffage augmente et que la température augmente, mais est-ce qu'il y a vraiment une relation de cause à effet? Alors la question est vraiment légitime, en ce sens que quand on parle effectivement disons d'un réchauffement de 1 degré, on peut se dire qu'il y a quand même eu, comme je l'ai dit, des variations dans le passé d'origine naturelle, et on peut se poser la question légitimement, est-ce que ce qu'on vit actuellement n'est pas d'origine naturelle? Et on a répondu dans ce 5e rapport du GIEC de façon très claire, en faisant en fait la part de ce qui est lié, aux activités humaines, et puis de ce qui est lié aux causes naturelles de variation du climat. Quand on regarde le réchauffement, c'est sur les 50 dernières années, le réchauffement a été d'à peu près, vous voyez en noir, deux tiers de degré. En fait, le gaz à effet de serre seul, on s'attendrait à un réchauffement de 1 degré. Donc on sait le calculer, mais il y a une partie qui est contrecarrée par la pollution. Disons que quand on a une atmosphère polluée tend à refroidir plutôt un effet de refroidissement. Et vous voyez, les activités humaines en orange, eh bien, sont à peu près équivalentes. Alors, on peut expliquer l'ensemble du réchauffement récent, des 50 dernières années, par les activités humaines. Et en fait, les causes naturelles de variation du climat, que ce soit les variations de l'activité solaire, de l'activité volcanique, ou sa variabilité naturelle, c'est-à-dire que le climat varie, même si rien ne change autour, il y a des interactions entre l'océan et l'atmosphère qui font que le climat varie légèrement, eh bien, ça ne jouerait que pour 1/10 de degré. Donc on explique vraiment, et c'est la conclusion, qu'une large part du réchauffement des 50 dernières années est due aux activités humaines. C'est vraiment un diagnostic très clair, très fort. Nous sommes dans un monde dont nous avons déjà modifié le climat. Et malheureusement, nous continuons. Alors, nous continuons. Comment allons-nous continuer? Alors là, il n'y a pas tellement de surprises, évidemment. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on risque des réchauffements importants. Ça, c'est le bon sens, et c'est ce que confirment les modèles. Donc là, de façon un peu simplifiée, on présente un scénario émetteur et aussi un scénario sobre, celui qui va permettre de rester en deçà de 2 degrés. Et à droite, il y a 5 catégories de conséquences. Et vous voyez, avec des risques d'indétectables à élevés, très élevés, eh bien, si on va vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, c'est toutes les conséquences, où que l'on regarde, eh bien, sont des conséquences élevées, des impacts élevés, très élevés. Il faut se rendre compte que 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, c'est équivalent à ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Alors, entre le dernier maximum glaciaire aujourd'hui et 4 à 5 degrés de réchauffement, ça a pris des milliers d'années. Là, c'est vraiment 50 à 100 fois plus rapide, et effectivement, on comprend que dans ce cas-là, eh bien, les conséquences soient importantes. Alors, de quoi parle-t-on ? Je ne vais pas être trop long sur les conséquences. Alors, voilà, je ne sais pas tout, mais des choses. Bon, par exemple, l'acidification de l'océan peut être un problème. En gros, le gaz carbonique, bien sûr, joue un rôle d'effet de serre, mais c'est aussi un acide faible. Et le fait que, en gros, à peu près un bon quart du gaz carbonique va chaque année dans l'océan. Alors nous, on peut être content, ça fait que l'augmentation de l'atmosphère est moins rapide que s'il n'y avait pas cette absorption, mais ça joue sur l'acidification de l'océan. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle. Et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité serait doublée d'ici la fin du siècle. Alors c'est une acidité très faible, on pourra toujours aller se baigner, c'est pas ça, il ne faut pas imaginer non plus, mais ce qui se passe, c'est que tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, de calcite, différentes formes aragonites, tout ce qui se forme a plus de mal à se former. C'est le cas par exemple des récifs coralliens, ça va être le cas de toutes les coquilles, des coquillages qu'on aime bien.
Donc, disons, ça rend l'augmentation de l'acidité rend plus difficile la formation de tout ce qui est formé de calcite. Et donc, comme par exemple les récifs coralliens n'aiment pas non plus les changements de température, parce qu'ils sont habitués, ils se sont développés dans une plage de température très étroite, ça rend vraiment, ça met à risque vraiment les récifs coralliens. C'est important pour beaucoup de pays, y compris la France. La France est un des pays qui, dans ses eaux, disons, territoires ultramarins, a effectivement beaucoup de récifs coralliens. Donc les extrêmes climatiques, on y reviendra peut-être, mais bon, c'est des choses dont on n'arrête pas de parler. On va parler de sécheresse, d'inondations, de canicules, de cyclones. En général, eh bien, ces extrêmes risquent de devenir plus extrêmes, soit plus intenses, soit plus fréquents, soit les deux pour certains. Voilà, donc ces événements extrêmes, et quand on discute avec les assureurs, bon, bien voilà, 95% des dégâts actuellement sont liés à des désastres climatiques. Avec l'année record, 200 milliards, ça reste l'année de Katrina 2005, disons en termes de perte de biens au niveau planétaire. Donc les populations sont touchées. Donc là, on va parler de réfugiés climatiques. Les principales causes de réfugiés climatiques, ça va effectivement des problèmes d'alimentation, largement liés aux sécheresses dans certaines régions, les problèmes d'élévation des niveaux de la mer qui font que certaines régions deviennent effectivement inhabitables, comme François l'a rappelé tout à l'heure. Donc, et puis aussi des événements extrêmes, des cyclones qui font que des régions, c'est difficile de continuer à y vivre, ou en tout cas on en part de façon provisoire. Donc problème de réfugiés climatiques, de ressources en eau, les populations risquent d'être très affectées. Donc ça, c'est une des caractéristiques, j'y reviendrai, du pourtour méditerranéen. Bon, pas du Pays Basque, mais enfin bon, du pourtour méditerranéen. Voilà, donc du sud de la France, mais pas vous. Donc la sécurité alimentaire, évidemment, c'est très lié aussi aux sécheresses. Et puis la sécurité au sens vraiment sécuritaire du terme. Par exemple, parce on s'est un peu moqué du président Macron quand il a dit qu'il y avait un lien entre disons, terrorisme et puis, enfin, un lien potentiel entre terrorisme et changement climatique. Ce qui est exact, c'est qu'il y a eu toute une série de sécheresses dans les années 2000 en Syrie. Ça a conduit à peu près plus d'1 million d'habitants à migrer de façon non volontaire des campagnes syriennes vers les villes. Et les géopolitologues attribuent, enfin certains, il y a beaucoup de discussions entre eux aussi, attribuent vraiment l'instabilité de la Syrie, il y a beaucoup d'autres causes, à ces problèmes climatiques. Et en général, le GIEC rappelle de façon très claire le risque d'augmentation de conflits, parce que des conflits de ressources en eau, conflits d'autres types, dans les régions affectées par le réchauffement climatique. Donc les quatrième catégorie, ce sont des problèmes qui sont des problèmes par eux-mêmes. Disons la perte de biodiversité, la pollution, les changements d'écosystèmes, les problèmes de santé. Eh bien, ces problèmes, généralement, ils sont exacerbés, donc ils existent toujours, mais ils sont exacerbés par le réchauffement climatique. Et puis les phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, la fonte du permafrost. Donc, par exemple, l'élévation du niveau de la mer, eh bien, dans le cas, on pourrait aller jusqu'à 1 mètre, près de 1 mètre à la fin du siècle, et avec un risque de disparition de la calotte du Groenland à l'échelle millénaire, si on poursuit le réchauffement, et cela, c'est équivalent à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors, pour illustrer la perte de biodiversité, je montre souvent ce graphique qui est vraiment très explicite. Là, ne regardez pas trop les détails, mais il y a 8 espèces, faune ou flore. Eh bien, vous voyez, la vitesse de déplacement du climat, à la fin du siècle, dans le cadre d'un scénario où on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on arrive à des déplacements des zones climatiques de 70 km par décennie, 7 km par an. Et pour beaucoup de ces espèces, la moitié, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement du climat. Donc vous comprenez bien que ces espèces qui sont déjà à risque pour certaines, le réchauffement climatique leur sera extrêmement défavorable. Donc un troisième exemple, on parle beaucoup alors les gens disent oui, il y a des régions qui vont gagner. Alors ça c'est un peu vrai, surtout en termes de productivité agricole. On pense par exemple à certaines régions, bien sûr l'Ukraine, la Sibérie ou des régions assez froides de l'hémisphère nord actuellement qui deviennent productives. C'est exact. Mais quand on regarde, il y a surtout des régions qui pâtissent du réchauffement climatique en termes de productivité agricole. Et quand on regarde ce qui est fait ici, donc de façon un peu agrégée, les principales cultures,
hein, donc on va parler blé, riz, maïs et soja. Eh bien, vous voyez, pour chaque décennie, en gros, il y a, donc c'est tous les 20 ans, il y a en bleu les zones qui gagnent, hein, en termes de productivité agricole. Alors donc en bleu foncé, c'est des zones qui pratiquement la productivité agricole pourrait augmenter de plus de 50%, et inversement, disons en jaune et marron, les régions qui perdent. Alors vous voyez, dans la prochaine, enfin jusqu'en 2029, à gauche, les régions qui perdent et les régions qui gagnent en termes de productivité s'équilibrent. Et puis si vous allez à la fin du siècle, eh bien, les régions qui perdent prennent largement le pas sur les régions qui gagnent. Donc cette idée que certaines régions pourraient gagner, ce n'est pas ce qui est important, c'est qu'à l'échelle planétaire, si le réchauffement est important, eh bien, la productivité agricole sera affectée de façon négative. Donc maintenant, je vais passer un peu à la France. Donc ça peut. Alors la France, contrairement, donc la France n'est pas 2016 l'année plus chaude. En fait, c'est 2014. Et j'ai été très surpris. Une des choses qui m'a surprise récemment, donc je suis souvent interviewé, c'est qu'on m'a demandé de commenter l'été 2017, qui a été le second été le plus chaud qu'on ait connu en France après 2003. C'est extrêmement surprenant pour un Breton. Alors parce que on a passé tout l'été au nord de la France, je vous assure que c'était pas un été très chaud. Mais quand on regarde effectivement, il y a, disons, tout le sud de la France a été vraiment assez caniculaire pendant certaines périodes. Et effectivement, notre surprise, c'est l'été 2015, qui est le second été le plus chaud que la France ait connu depuis 150 ans. Donc, alors la France, voilà, quand on regarde le réchauffement climatique, eh bien, donc si on prend un scénario émetteur à droite, hein, le même scénario, eh bien, on retrouve évidemment des chiffres analogues à ceux que j'ai donnés à l'échelle planétaire, des réchauffements de 4 à 5 degrés, en fait pratiquement pour toutes les saisons. Hein, vous voyez, donc plus marqué sur l'est et le sud de la France que sur la partie ouest, la partie plus, sous l'influence océanique. Donc pas de surprise de ce côté-là, mais il est quand même... Alors si on regarde des valeurs moyennes, hein, ça ce sont des valeurs moyennes annuelles, eh bien, mais si on regarde maintenant, non pas des valeurs moyennes, mais disons été par été. Vous voyez, donc quand vous regardez en haut, vous avez le scénario émetteur. Alors, disons l'été 2003 en noir est l'été le plus chaud qu'on ait connu. Il a été 3 degrés plus chaud que l'été de référence. L'été de référence, on prend l'été moyen du XXe siècle, donc c'était un été extraordinairement chaud. Hein. Et en gros, eh bien, dans le scénario émetteur, en haut, eh bien, vous pouvez avoir dans la deuxième partie de ce siècle des étés qui seraient 6 à 8 degrés plus chauds que l'été de référence. On passe dans un autre monde. Pratiquement tous les étés à partir de 2060 seraient plus chauds que l'été 2003. Et des étés caniculaires de cette période-là, des 20 à 30 dernières années de ce siècle, pourraient être 2 fois plus caniculaires que 2003, je dirais, hein, par rapport à la référence. Voilà. Donc ça, c'est très marquant, et j'ai aussi été très marqué par une étude récente, hein, de mes collègues de Météo France. Alors là, on regarde, on s'intéresse toujours à l'été, mais on s'intéresse aux températures. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les 3 mois d'été, hein, d'accord ? Donc c'est juin, juillet, août. Alors, on regarde l'été dans son ensemble. Là, mes collègues ont regardé les températures records. Donc chaque année, dans un pays, voilà. Donc ils ont découpé la France en 5 régions. Et vous voyez, pratiquement, quelle que soit la région actuellement, il y a très peu, il y a pratiquement, bon, les records sont dans toutes les régions françaises de l'ordre de 42 degrés. Hein. Donc vous voyez, à gauche, et dans un scénario émetteur à la fin du siècle, eh bien, on parle des températures records. Ça peut arriver qu'une journée par été ou 2 jours. Hein. C'est pas heureusement les températures moyennes, mais là aussi on passe dans un autre monde, puisque, disons, par exemple, dans l'est de la France, on pourrait avoir 55 degrés, 52 ici, voilà. Donc, les températures records, en fait, augmentent 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. Hein. Donc, en gros, les températures, c'est pratiquement 10 degrés de plus en moyenne, ça dépend des régions. Et vous voyez... Bon, c'est pas le cas de Saint-Palais, mais quand même, quand vous êtes si on est dans des métropoles, disons qui ne sont pas adaptées, eh bien il y a ce problème d'îlot de chaleur, hein, c'est le cas de Paris, qui fait que
eh bien, les températures peuvent être au centre de Paris quelques degrés plus chauds que dans les, disons, au cœur de l'Île-de-France. Donc ça ajoute beaucoup. Donc voilà des problèmes auxquels, malheureusement, on devrait faire face si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc pour la France aussi, moins de précipitations en été. Donc ce problème de sécheresse, vous voyez, donc ça c'est un des problèmes. Quand on regarde les précipitations en marron, c'est là où il y a des diminutions de précipitations, c'est vraiment le pourtour méditerranéen, en particulier l'été, avec des problèmes sur les ressources en eau, sur l'agriculture. Bien sûr, comme c'est vrai sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, disons, les régions en gros du Maghreb ou du Sahel seront extrêmement, ou de l'Afrique de l'Est sont extrêmement affectées. Donc les problèmes de réfugiés climatiques et des problèmes de feux de forêt également qui risquent d'être... par exemple, quand on regarde une carte des risques de feux de forêt actuellement, pratiquement il n'y a pas de risque de feux de forêt dans l'ouest et dans le centre de la France. Eh bien, dès 2050, des régions disons les forêts du centre et de l'ouest de la France, du Grand Ouest, pourraient être à risque par rapport aux feux de forêt, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà des exemples vraiment très clairs de l'influence du réchauffement climatique. Alors, tout ça pour vous dire, en gros, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout ce que je vous ai montré ici, c'est toutes les conséquences que j'ai égrenées ici, ce sont vraiment les conséquences si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que la conclusion, c'est qu'on ne peut pas ne rien faire. Le problème, c'est que c'est pas si simple. En gros, on s'y prend un peu trop tard. Voilà. Donc, en gros, on comprend bien que les décideurs politiques aient pris la décision de fixer un objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Parce que si vous regardez ce qu'on appelle ici un scénario sobre, eh bien sûr, ça sera un climat différent d'aujourd'hui. On ne peut pas y échapper. Ce que je dis, même si on arrêtait toutes les émissions aujourd'hui, on aurait un réchauffement de près de 1 degré supplémentaire. Même si on arrête tout. On arrête tout aujourd'hui. Par exemple, depuis le début du XXe siècle, on a un réchauffement de 1 degré. Il est perceptible largement. On voit bien qu'1 degré, c'est déjà un climat différent. Il ne faut surtout pas dire, oui, 1 degré, c'est rien. Non, au contraire. 1 degré en moyenne, c'est un climat différent. On a un climat différent de celui, en tout cas, de ma jeunesse. C'était très clair. Disons, des choses ont changé, l'enneigement. Alors, il est perceptible, pas encore très dangereux dans nos régions. Quoique, quand on pense, par exemple, aux incendies du Portugal début juin, c'est clairement lié, aux conditions climatiques. Eh bien, il y a eu aussi 60 morts. Donc, il devient dangereux, y compris dans nos régions. Alors, si on veut limiter à 2 degrés, on sait à chaque niveau de stabilisation, on sait dire ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très clair. C'est très clair. Si on veut limiter à 2 degrés, en gros, eh bien, il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre et on n'a plus le droit qu'à une vingtaine d'années d'émissions de gaz carbonique au rythme actuel. En espérant que les autres gaz à effet de serre n'augmentent pas trop. Alors, on n'a plus qu'une vingtaine d'années au rythme actuel et voilà. Donc, voilà les conditions. Si on veut, on va limiter les réchauffements climatiques à 2 degrés. C'est très bien, mais voilà ce qu'il faut faire. Donc, il faut utiliser moins de 20%. Donc, il faut utiliser moins de 20% des ressources de combustibles fossiles, des réserves de combustibles fossiles, c'est-à-dire ce qui est facilement accessible. Donc, en gros, il faut laisser plus de 80% du pétrole, du gaz qu'on a sous le pied là où il est. C'est très clair. Sauf pour faire du piégeage et du stockage de CO2. Donc, ça correspond à peu près 20% d'à peu près 20 ans d'émissions au rythme actuel. C'est très peu. Et donc, sera possible, en fait, si et seulement si. Donc, on va bien sûr pas faire 20 ans au rythme actuel, mais dans le meilleur des cas, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut absolument que le pic d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a plus que 3 ans pour agir, c'est ce qu'on dit, donc 3 ans pour agir, il faut que le pic d'émissions de gaz à effet de serre ne soit pas après 2020. Donc il faudra vraiment, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, mais il faudra vraiment qu'elles se stabilisent très rapidement.
Donc on n'en prend pas vraiment le chemin. Ensuite, il faut diviser par un facteur 3 entre 2020 et 2050. C'est-à-dire qu'il faut diminuer nos émissions pratiquement de 6% chaque année. Ensuite, donc c'est extrêmement, disons, difficile. Et ensuite, avoir une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle et dans la plupart des scénarios, il faut arriver à des émissions négatives. C'est-à-dire il faut trouver des moyens d'être capable de piéger, de pomper du CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a des moyens qui sont envisagés, mais on voit bien les difficultés. C'est-à-dire que non simplement par rapport à ces jeunes, on leur laisse un climat qui sera difficile, auquel il sera difficile de s'adapter, mais on leur demande aussi de passer une partie de leur vie, enfin ces jeunes, ils auront déjà un certain âge, à pomper du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est quand même un héritage extrêmement difficile à accepter. Donc c'est quand même ce qu'on leur laisse actuellement. Voilà. Mais ceci étant, et je me tourne vers ces jeunes aussi, c'est très important, c'est techniquement possible, ça reste possible, et économiquement viable. Qu'on ne nous dise surtout pas que c'est économiquement, disons, une catastrophe de lutter contre le réchauffement climatique, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt une voie de développement que, disons, une voie de garage. Et vers les jeunes, je leur dis souvent que, eh bien, au contraire, ce qu'on leur demande, c'est vraiment je dirais, d'une certaine façon, de contribuer à changer de mode de développement. Et je pense que c'est tout aussi enthousiasmant que de devoir simplement continuer sur le modèle que nous avons adopté, notre génération, qui était quand même extrêmement consommateur de ressources en tout genre, pas que celle-là, et quand on le regarde, assez égoïste. Donc alors pourquoi c'est enthousiasmant? Parce que c'est quand même, d'abord c'est faire autre chose, et ensuite c'est beaucoup d'inventivité, beaucoup de recherche, d'innovation. Donc à la fois des innovations, on va parler des renouvelables, on peut parler mais aussi des innovations sociales, des innovations dans l'utilisation d'énergie, de l'utilisation dans le domaine agricole. Donc il y a énormément à faire si on veut, disons, respecter cet objectif 2 degrés. Alors où en est-on actuellement? Je vais terminer ici. Donc je vais terminer sur l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, tout ce que je vous ai raconté, tous les gens qui arrivent à Paris, et tous les chefs d'État y étaient pratiquement, avaient bien en tête ce diagnostic du GIEC, cette nécessité de changer de mode de développement si on veut rester en deçà de 2 degrés. Alors, ça a été, d'une certaine façon, ça a été un succès. Donc succès logistique, c'est vrai que la sécurité, les gens ne se souviennent pas, mais c'était 3 semaines après le Bataclan et c'était pas tout simple d'organiser quelque chose avec 40 000 personnes de tous les pays du monde. Un succès diplomatique, c'est très clair. Alors le succès est avant tout un succès d'avoir un accord quasi universel. Je dirais était, puisque disons, si les États-Unis s'en retirent, ce qui semble être le cas, cette caractéristique unique de l'accord de Paris est en train de disparaître. Alors, quelle est la raison, pourquoi ça a si bien marché? Eh bien, parce que, si on regarde Kyoto et Copenhague, les Nations Unies, la Convention climat, les Nations Unies, finalement, ont cherché à fixer des objectifs aux pays développés. Ils n'en ont pas fixé pour les pays en voie de développement, mais l'idée, c'était de fixer des objectifs aux pays développés. Ils ont compris que ça ne marchait pas. Donc, ils ont vraiment... Les nations, enfin, la Convention climat ils ont pris le taureau par les cornes et complètement changé, disons, la façon d'opérer. Et au lieu de dire aux pays, voilà ce que vous devriez faire, on a demandé aux pays, à quoi vous vous engagez pour lutter contre le réchauffement climatique, vous y adaptez. C'est là Et donc tous les pays, finalement, ont contribué, ont apporté, ont dit, voilà ce qu'on veut bien faire. Et c'est ça le succès de l'accord de Paris, puisque une fois que les pays avaient mis leurs propositions, leurs engagements sur la table, personne ne les a rediscutés. Ils ont été pris tels quels. Donc ça, c'est le côté pile, donc c'est vraiment le succès. Bon, le revers de la médaille, c'est que quand on demande à des gens de ce qu'ils peuvent faire, quand on fait l'addition des engagements, on est loin du compte. C'est-à-dire que disons, là, je dis, voilà, disons, en rouge, ce sont les points plutôt négatifs. Les engagements sont insuffisants par rapport à l'objectif 2 degrés. Même si tous les pays, actuellement, tenaient leurs engagements, on voit bien que ça ne sera probablement pas le cas, on a
on a déjà un excédent d'émissions de gaz à effet de serre de 40%, de 35 à 40% en 2030. En fait, actuellement, dans le meilleur des cas, on est plutôt sur des trajectoires de 3 degrés et demi à la fin du siècle. Donc on est loin. Donc d'un côté, j'adhère complètement à l'objectif de 2 degrés, voire 1,5 degré. Il y a de bonnes raisons. La réalité de l'accord de Paris, c'est qu'il nous emmène, pour le moment, vers des températures vers 3 degrés et demi. Alors ça, la force de l'accord de Paris, c'est que c'est inscrit dans l'accord de Paris. Par exemple, ces chiffres, l'accord de Paris dit explicitement, on a un objectif, mais les engagements ne sont pas à la hauteur de l'objectif, donc il va falloir remonter l'accord de Paris, remonter l'ambition de l'accord de Paris. Et c'est là où vraiment la décision de Trump sera extrêmement dommageable. C'est peut-être pas dans un premier temps ce qu'il fait actuellement. Normalement, l'idée, c'était de demander aux pays de remonter leur ambition. En gros, il faudrait qu'ils proposent 2 fois mieux en moyenne que ce qu'ils ont fait jusque-là, largement. Eh bien, l'idée, c'était de rediscuter de l'ambition de l'accord de Paris en 2019-2020, et on voit bien que ça sera extrêmement difficile de demander aux pays de faire mieux si les États-Unis ne sont plus dans le jeu. C'est très clair, et c'est là, c'est plutôt dans 2 ou 3 ans où la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris des États-Unis sera clairement ressentie. Il sera extrêmement difficile de remonter l'ambition de l'accord de Paris, et si on ne le remonte pas, eh bien, voilà où on risque d'aller. Donc c'est un peu le tableau actuellement. Je promis de ne pas être trop long, pas de choix. Voilà, merci beaucoup. Et on est ouvert à toutes les questions. Étudié pour l'Agriculture de France. Merci beaucoup, Jean, pour ta conférence toujours aussi passionnante. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans tes propos. J'ai une question en amont de l'essentiel de ton propos qui est, à mon avis, capital, qui est celui du plan scientifique et plus précisément de la recherche. Ouais. Qui est un réchauffement climatique, personne ne le conteste. Au point de vue des hypothèses, ce sont des hypothèses. Et en particulier, le problème majeur que vous avez dans votre discipline, contrairement à d'autres, c'est que vous n'avez pas de témoins. On n'a pas une Terre égale à la nôtre, mais dans laquelle il n'y aurait pas l'activité humaine. Donc, ce ne sont que des hypothèses qui engendrent un peu un dogme. Et c'est là où le problème commence à être aigu, d'autant plus que le dogme, en plus, après, est manipulé par les médias et les politiques, c'est un autre problème. Ma question est la suivante. Quelle est l'ampleur de la recherche actuelle dans le monde sur cette problématique compliquée, très compliquée, et est-ce que les sommes qui y sont consacrées, et en particulier en Europe et encore plus précisément en France, sont à la hauteur des enjeux? Oui, alors parce qu'après, toutes les conséquences, on peut que les observer. Ce que tu as là et ce que tu as dit, c'est incontestable. Il y a un problème scientifique, à mon avis, au départ, de recherche. Il y a donc des hypothèses qui méritent d'être validées avec plus de moyens, et je suis inquiet sur le fait qu'on met beaucoup d'accent sur les conséquences en dramatisant à chaque fois, mais pas sur la nécessité en amont d'investiguer d'une façon active et donc avec des sommes d'argent, de dollars ou d'euros qui soient significatives. Quelle est ta position? Oui, merci pour la question. D'abord, sur le dogme, si, justement, c'est l'intérêt du climat du passé. On a bel et bien des terres, on a des climats différents de celui d'aujourd'hui qu'on peut explorer. Et par exemple, au dernier maximum glaciaire, eh bien, si on ne tient pas compte de l'augmentation de l'effet de serre, on n'arrive pas à expliquer le passage du dernier maximum glaciaire aujourd'hui. Donc ça montre bien ce rôle très important de l'effet de serre sur le climat. Donc on le montre bien dans le passé. On a donc non, ça va bien au-delà du dogme. On peut démontrer la réalité du lien entre climat et effet de serre. Non pas on peut aussi le démontrer sur d'autres planètes d'ailleurs. Si Vénus est plus chaud qu'aujourd'hui ou Mars plus froid que la Terre, eh bien c'est justement à cause d'atmosphères différentes. Donc on a bien quand même à la fois des planètes différentes et aussi, je dirais, des terres différentes, des moments différents. Par exemple, même les valeurs très élevées d'il y a 50 millions d'années, c'est clairement dû à de l'augmentation. Il y avait 4 fois plus de gaz à effet de serre. Donc on a bien ces témoignages. Ça va au-delà du simple, de ce qu'on connaît simplement depuis 50 ans. Donc ces témoignages sont bien là, et donc moi je me suis, disons, impliqué dans leur exploitation depuis maintenant depuis plus de 40 ans, plus de 68. Donc voilà, donc je pense qu'on a ça. Alors sur la recherche, alors disons au niveau international, cette recherche sur le climat s'est développée.
depuis une cinquantaine d'années. Elle n'existait pratiquement pas il y a 50 ans, effectivement. Elle s'est développée, alors elle bénéficie de quoi? Donc disons les grandes... Alors il y a toutes les observations, évidemment. Ce qui a bouleversé complètement notre domaine, mais c'est pas que notre domaine, ce sont les données satellitaires. Donc, par exemple, l'élévation du niveau de la mer dont je vous ai parlé, tous ces détails sont connus grâce aux satellites. Donc ça, c'est assez récent, l'ère des données satellitaires. On suit, par exemple, de façon très facile maintenant l'évolution de la glace de mer dans l'Arctique. On suit aussi le rôle des aérosols. Donc il y a aussi beaucoup de modélisation, ce dont mes collègues ont besoin, et ça en fait c'est la discipline qui est la plus grosse consommatrice de temps de calcul, pratiquement. Et donc effectivement pour le moment il y a à peu près les moyens de calcul, mais c'est toujours extrêmement, disons, difficile de voir notre futur. Mais je dirais que pour le moment, ça va pas... Bon, là où c'est difficile, je suis à l'Académie des sciences des États-Unis, donc eux, les États-Unis, enfin, disons, Donald Trump risque quand même d'avoir... alors, il y a non seulement ce dont je vous ai parlé, mais sur la recherche, il y a vraiment des difficultés à craindre pour les États-Unis, qui sont quand même effectivement la première nation, le premier pays en termes de recherche sur le climat au monde. Donc il faut être vigilant. Je pense quand même qu'on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de jeunes enthousiastes, et moi j'encourage les jeunes à faire de la recherche. S'il y en a qui pouvaient, c'est très bien. Voilà. Ah non, pour des satellites, c'est des millions de dollars. Sinon, non, il y a beaucoup. Enfin, je peux te donner les chiffres au niveau français, je les ai pas en tête. Non, pour les sciences de la Terre en France, c'est moins de 10% du budget de la recherche, donc on doit représenter 3 ou 4% de ce budget. Je pense que de budget... Bon, donc non, je peux pas te donner de chiffres, de chiffres absolus, mais bon, dans les labos, on compte... Par exemple, quand on est ponctionné, effectivement, il faut aller à l'Élysée pour dire à François Hollande qu'on n'est pas d'accord, donc c'est revenu. Mais c'est quand même assez difficile, les budgets de la recherche, mais je dirais que les budgets dans nos domaines ne sont pas plus difficiles que dans d'autres domaines, c'est ce que je veux dire. Il y a des difficultés, voilà. Ok. Alors, d'autres questions? Qui veut poser d'autres questions? Oui, une question sur l'accord de Paris. Vous indiquiez que, si j'ai bien compris, c'était un engagement de chacun des pays qui avait fait qu'on avait pu obtenir un accord, donc avec des niveaux sûrement différents selon les pays. Alors, les États-Unis avaient-ils un engagement trop optimiste, ou réaliste, ou moyen? Et puisque c'était des engagements, on parle du retrait des États-Unis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un engagement différent, mais qui permettrait aussi de faire évoluer les choses? Donc oui, alors à quoi les États-Unis s'étaient-ils engagés? En gros, entre 26 et 28% de diminution en 2025 par rapport à 2005 de leurs émissions. C'est ça leur engagement en termes. En fait, disons, même avant que Trump soit au pouvoir, ils étaient mal barrés. Tout le monde pense qu'ils auront du mal, même en dehors de Donald Trump, ils auront du mal à respecter cet objectif. Je ne dirais pas à le respecter. Ils sont plutôt partis entre 20 et 25%. Moins 20 et 25%. Et par rapport à d'autres pays comme la France? Alors la France s'est engagée. L'engagement de la France est très clair, c'est moins 30% avec l'Europe, moins 30% en 2030. Les engagements jusqu'en 2030, la France, la loi sur la transition énergétique, donc alors la France, ses engagements en termes de diminution des émissions, c'est moins 20%, donc par rapport à 90, moins 20% en 2020, ça devrait être respecté. La partie du renouvelable, 23%, ne sera pas respectée. C'est 30%, moins 30% en 2030 et division par 4 en 2050. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce qu'a repris Nicolas Hulot, donc dans son accord climat, c'est aller plus loin. C'est-à-dire on parle de neutralité carbone en 2050. Donc pratiquement, alors la neutralité carbone n'est pas très très bien définie, je dois avouer. Mais donc la France est relativement ambitieuse. Je pense que ça sera possible en 2030. La division par 4 est quelque chose d'extrêmement difficile. Surtout, la division par 4, il y a aussi dans la loi sur la transition énergétique, une division par 2 de la consommation d'énergie de la France à l'horizon 2050. Donc, ce qui est possible aussi sur le papier, mais ce qui dans la réalité sera plus difficile à mettre en œuvre.
Nous avons, Jean, une question ici. Donc moi j'aurais une question directement liée au changement du climat. Donc on a bien compris que les températures moyennes allaient augmenter, mais est-ce que vous aurez une idée du changement de l'humidité de l'air? Oui, a priori, ça ne changera pas beaucoup. Hein, donc l'humidité relative, alors évidemment ça change d'une région à l'autre. Par exemple dans les zones de mousson ça se déplace un peu, donc ça suivra, mais disons il n'y aura pas de changement majeur de l'humidité. Alors quand je parle de l'humidité relative dans l'air, mais des précipitations, alors ça c'est une autre forme d'humidité, ça changera. Disons que c'est un peu le mauvais goût du changement climatique. Disons les précipitations, donc la quantité de pluie va augmenter dans tout le nord de l'Europe, là où il y en a déjà bien assez, et elle va diminuer tout autour du bassin méditerranéen de 30, 40, 50%. Et il faut voir que si les températures augmentent de 4-5 degrés, il y a plus d'évaporation des sols. Donc un des problèmes, sur le pourtour méditerranéen, vraiment le premier problème auquel il devrait être fait face, c'est le problème des ressources en eau. Hein, donc c'est bien dit. Mais si tu parles de l'humidité de l'air lui-même, l'humidité relative, ça ne changera pas forcément. C'est plus lié à la météorologie de tous les jours. Hein, mais les quantités de précipitations sont fortement affectées dans certaines régions. Merci beaucoup. Bon, on va Merci vers à vous, vous inquiétez pas. Hein. Oui, Bernard. J'ai entendu parler des changements des grands courants comme le Gulf Stream qui inverserait certains climats. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, alors donc c'est surtout suite au forage glaciaire du Groenland. J'ai eu la chance d'y être en 92-93, où on a montré que, en fait, moi quand j'ai commencé il y a 50 ans, on nous disait que le climat varie, mais il ne varie que très lentement. Et on a vraiment mis en évidence des variations rapides du climat à l'échéance, en termes de décennies. Il y a des variations climatiques, il y a eu des réchauffements au Groenland de 15 degrés en quelques décennies. Et des refroidissements moins rapides, mais des réchauffements très rapides. Alors ça, c'est lié à l'arrêt et la remise en route du Gulf Stream, qui, en gros, pour que le Gulf Stream fonctionne, il faut que... Donc c'est un courant chaud qui va jusqu'en mer de Norvège et dans le golfe du Labrador. Pour qu'il fonctionne, il faut que les eaux soient denses. Pour que les eaux soient denses, il faut qu'elles soient salées et froides. Et donc si on met de l'eau douce à la surface de l'océan, eh bien le Gulf Stream s'arrête et ça change complètement les conditions climatiques, surtout le pourtour de l'Atlantique. Alors c'est ce qui s'est passé à cette période-là et c'est ce qui nous amène à nous poser la question que vous me posez, à savoir qu'est-ce qu'il en sera du futur? Est-ce qu'il y a des possibilités d'arrêt, de remise en route du Gulf Stream dans le futur? En fait, pas à courte échéance. Alors, il y a deux réponses. Pas à courte échéance, très probablement pas au cours de ce siècle, mais effectivement, par exemple, le Groenland fond, hein, et donc, même si c'est qu'1 millimètre par an actuellement, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'eau douce, localement, dans l'Atlantique Nord. Et ça peut effectivement modifier le Gulf Stream. Mais si le Gulf Stream s'arrête dans un climat plus chaud, par exemple quand il ferait 3 ou 4 degrés de plus, eh bien on reviendrait simplement aux conditions d'aujourd'hui. Hein, il n'y a pas du tout ce retour à l'ère glaciaire que certains ont mentionné. Alors si on va voir le film Le jour d'après, par exemple, hein, donc ça devient rapidement de la science-fiction. Donc, mais ceci étant, si le Gulf Stream s'arrêtait dans 200 ou 300 ans, ça serait quand même extrêmement... un véritable choc, puisqu'on aurait un refroidissement de 3 à 4 degrés en une vingtaine d'années, non pas une centaine d'années, puis ça s'est passé il y a eu 1200 ans de la même façon, puis une fois que le Gulf Stream se remet en route, un réchauffement là aussi de 4 à 5 degrés en une vingtaine d'années, et ça serait extrêmement... ça perturberait complètement l'écologie et l'économie des pays comme les nôtres. Donc, mais ce n'est pas du tout envisagé, ce n'est pas sûr, et ce n'est pas envisageable, disons, au cours de ce siècle. Bon. Oui, vous nous parlez de l'engagement des pays, et
vous précisez que c'est de plus en plus difficile. Mais moi, en tant que simple citoyen, pour simplifier les choses, qu'est-ce que je pourrais faire demain, moi, en tant que citoyen, pour contribuer à baisser cette température? Disons que si on regarde les émissions en France, la façon dont on se déplace, la façon dont, alors on va parler du domestique, de la façon dont on se comporte chez soi, chauffage, l'utilisation de l'électricité et l'alimentation représente plus de la moitié, la façon dont on s'alimente représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce sont quand même des choix qu'on peut faire chaque jour. Donc de la façon dont on se déplace, la façon dont on chauffe chez soi, si on fait attention, si on isole sa maison ou pas. Donc il y a énormément de mesures qu'on peut prendre, je pense, à son niveau, aussi bien dans sa vie, je dirais, de tous les jours, que pour beaucoup dans leur vie professionnelle, qui contribuent réellement à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il ne faut surtout pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est la moitié des émissions, en gros, sur lesquelles on peut jouer par des petits gestes. Hein? Bon, moi je vois mal. Que pensez-vous des technologies dont on entend parler qui serviraient à atténuer les rayons du soleil ou à piéger le carbone? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre et en penser? Oui, alors la première réponse, c'est que, donc quand même j'ai expliqué un peu, donc certaines personnes, alors on parle de géo-ingénierie, donc pensent qu'on, plutôt que de limiter les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait essayer de contrecarrer le réchauffement par des actions volontaires, comme une de celles qui est proposée, c'est... Donc je vous ai rapidement mentionné qu'à chaque volcan, il y avait qu'à chaque grand volcan, il y avait un refroidissement de quelques dizaines de degrés qui durait en fait 2 ou 3 ans. Donc de jouer les volcanologues, d'envoyer effectivement des aérosols à une dizaine de kilomètres d'altitude, et avec l'espoir que ça contribuera à refroidir, disons, le climat. Alors, ça peut marcher en température moyenne. Le problème très probable, c'est qu'il y a des effets secondaires dans la répartition des précipitations, dans le cycle de l'ozone. Donc, les précipitations risqueraient d'être modifiées. Et surtout, pour moi, le véritable problème, c'est un problème d'éthique, parce que donc si on veut contrecarrer le réchauffement, il faut, disons, à chaque fois augmenter la dose, donc puisque on laisse le CO2 continuer à augmenter. Et donc, si pour une raison quelconque, dans 20, 30, 40, 50 ans, on est obligé d'arrêter, et la raison peut être technologique, elle peut être géopolitique, elle peut être, bien sûr, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir plein de choses sur cette planète. Là aussi, je pense que c'est vis-à-vis des jeunes, c'est-à-dire que si on arrête, si on a pris c'est prendre 2 degrés en 5 ans au lieu de les prendre en 50 ans. Donc, je trouve que du point de vue éthique, moi je trouve que se lancer dans ces techniques de géo-ingénierie, c'est vraiment un peu, c'est là aussi très égoïste pour nos générations. C'est dire, parce que, bon, moi je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est possible. Voilà, donc, alors ensuite, il y a quand même dans la géo-ingénierie la deuxième catégorie disons, il y a effectivement absorber des rayons du soleil, il y a différentes techniques, et puis il y a aussi pomper du gaz carbonique, il y a le piégeage et le stockage du CO2. Donc voilà, il y a aussi des choses qu'on peut faire techniquement, il y a des développements technologiques qui peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique. Et quand on parle d'émissions négatives, par exemple, ce qui est envisagé, et ça sera nécessaire, c'est-à-dire d'être capable de diminuer la quantité de CO2 de l'atmosphère, ce qui est envisagé actuellement, eh bien, c'est d'avoir de la biomasse, soit, disons, qui viennent de forêt ou de la biomasse océanique, de l'utiliser pour produire de l'énergie, et puis en pompant et en piégeant le gaz carbonique. C'est compliqué, mais c'est une des façons effectivement de piéger du CO2 de l'atmosphère. Mais c'est des choses comme ça qu'il faudra mettre en œuvre. On sait déjà, d'ores et déjà, qu'il faudra les mettre en œuvre assez rapidement, et en tout cas de façon massive à la fin du siècle, avec des vrais conflits. On peut rentrer dans les problèmes de vrais conflits entre sécurité alimentaire, sécurité énergétique. Donc, disons, il y aura des conflits pour l'utilisation des sols. Donc, on voit bien que, bon, ça serait probablement, disons, nécessaire, malheureusement indispensable. Mais franchement, je ne crois pas qu'il faille développer de la géo-ingénierie
essayer de maîtriser les rayons du soleil. C'est extrêmement dangereux et surtout dangereux pour ceux qui viendront si pour une raison quelconque on est obligé d'arrêter. Donc voilà, c'est vraiment éthique avant tout. L'agroforesterie à grande échelle. Oui, oui, bien sûr. Il faut, reforester, faire de l'agroforesterie peut être tout à fait. Il faut au maximum faciliter la formation de matière organique, de matière végétale. Ça absorbe clairement du CO2. Il faut voir l'utilisation qu'on en fait et la meilleure utilisation après. La meilleure utilisation du bois, c'est de faire des maisons en bois, de l'utiliser en construction, par exemple. Donc, mais oui, il faut extrêmement, les forêts et une gestion des forêts et l'agroforesterie peut être une voie, en tout cas, peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un de ses intérêts. Absolument. Je voulais vous poser une question d'éthique, justement, et vous demander si... Ah oui, ça va, merci. Oui, je voulais vous poser une question. Pas très bien. Et est-ce que, selon vous, la façon de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre par pays est éthique? J'explique un petit peu ma question. En Europe, on a affiché des grands progrès de réduction de nos émissions. Et quand on regarde notre consommation, à l'inverse, notre consommation a continué à croître, pas beaucoup, mais quand même assez régulièrement. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas plus éthique d'avoir un critère de comptage des émissions qui intégrerait aussi la part d'émissions de la bagnole qui vient de Corée ou des vêtements qui viennent de Chine ou autres? Donc il s'agit on peut comptabiliser les émissions, celles qu'on émet vraiment chez nous, mais aussi celles qui sont émises à travers les biens et produits qu'on utilise chez nous. C'est soit les émissions, soit sur la consommation. Effectivement, c'est près de 50% plus important en France, ça décroît moins rapidement. Les deux décomptes sont accessibles. Par exemple, les émissions de la Chine diminuent d'à peu près de 10% si on tient compte celles de l'Europe augmentent, bien sûr. Effectivement, disons que pour les engagements, on pourrait tenir compte des consommations. Je pense que c'est exact. Ça change quand même pas fondamentalement. Ce qui est important, c'est que globalement, les émissions diminuent. Mais ces décomptes existent. Par exemple, dans un récent avis du Conseil économique, social et environnemental, on recommande de mettre vraiment en avant les chiffres liés à la consommation, ce que vous venez de suggérer. Oui, vous venez de faire un bilan assez impitoyable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, même si on l'avait déjà un peu avant, ça nous donne le vertige. Quel que soit le domaine vers lequel on se tourne, on a l'impression que les portes se ferment de plus en plus. Et je ne parle pas de tous les problèmes socio-économiques. Alors, j'ai une question très simple à vous poser. Au milieu de ce bilan, est-ce qu'on a des raisons sérieuses d'espérer? Oui, il y a des raisons d'espérer. Par exemple, une raison d'espérer. Donc, quand vous regardez, ça, ce sont ce qu'il faudrait faire comme investissement si on voulait rester en dessous de 2 degrés. Dans le domaine de l'énergie, ça joue sur 70% des émissions de gaz à effet de serre. En gros, chaque année, il faudra investir 500 milliards de dollars à l'échelle planétaire dans l'efficacité énergétique. C'est le premier poste. Quelle est la raison d'espérer? C'est qu'actuellement, on estime à 550 milliards les subventions qui sont données aux fossiles. Donc il suffirait, les techniques existent. Il suffirait qu'on arrête de subventionner le fossile de par le monde sous différentes formes. Donc c'est pas une baguette magique, mais c'est pour vous dire que les sommes qu'il faudrait mettre en œuvre pour réussir. Donc ensuite il faut bien sûr désinvestir des fossiles, mais disons le potentiel existe et donc oui il y a des raisons d'espérer. Ensuite c'est avant tout créateur d'emplois.
Donc c'est généralement quand on développe les renouvelables. Donc je ne crois pas qu'il faille désespérer. Enfin bon, on peut revenir à la première question, mais c'est clair que le monde où on est, c'est exactement celui qu'on avait envisagé dans 30 ans. Alors disons, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut quand même être sérieux par rapport à ce qu'on dit de ce qui va se passer dans 30 ans. Donc il faut arrêter de dire c'est pas sûr, non. Il faut bien se rendre compte que pour moi c'est une réalité, mais il y a beaucoup de raisons d'espérer. Le renouvelable, disons, on peut discuter du nucléaire ou pas, mais le renouvelable a un énorme potentiel. Voilà, et il faut aussi beaucoup d'inventivité. Voilà, donc ça va. Donc je crois pas que ce soit complètement perdu. Dans le transport, on peut développer l'électrique, on peut développer l'hydrogène. C'est beaucoup d'inventions justement. Et non, il faut que le monde change. Il faut que le mode de développement change. C'est très clair. Mais je le redis, pour moi, c'est un monde plus attractif, certainement tout autant attractif que celui qu'on a actuellement. Ça, c'est y compris en termes d'emploi. Ça, j'en suis vraiment persuadé. C'est au contraire cette nouvelle économie qui peut être créatrice d'emplois et de dynamisme économique. C'est pas... Oui. Et puis l'isolation des bâtiments, on sait faire. Tout ça, tout ça. Tout le monde sait faire ça. Bien sûr. C'est des emplois localisables. Voilà. Oui, vous avez un petit peu développé le sujet dans votre exposé. Vas-y. Est-ce que vous pourriez développer le sujet de zone tampon de l'océan qui a la capacité de stocker du CO2? Oui, il y a des zones où par exemple, actuellement, tu regardes cette année, il y a 37 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émises. Il y en a à peu près 10 milliards qui sont allés dans l'océan. Mais elles ne vont pas dans tous les endroits. Dans l'océan, il y a deux régions, l'Atlantique Nord et autour de l'Antarctique, où effectivement le CO2 est absorbé. Il n'est pas absorbé, les 10 milliards de tonnes, ils vont vraiment à des endroits assez précis. Le problème, c'est que si ça sature, il faut qu'une fois que le gaz carbonique est pris à la surface, il faut que les eaux plongent pour emmener le CO2 dans l'océan profond, pour que les eaux, qu'elles soient remplacées par des eaux qui soient moins riches en CO2 et qui puissent continuer à l'absorber. Mais tu as raison, il y a vraiment des zones privilégiées d'absorption du gaz carbonique sur la planète. C'est pas partout pareil. Et du coup, l'océan, il a la capacité de recycler ce CO2 ou pas du tout? Non, malheureusement, alors il y a deux choses. À l'échéance séculaire, la première conséquence, c'est que ça acidifie l'océan. Donc, la deuxième, disons, on peut craindre à un moment que l'océan ne le relâche. Alors, il termine sa vie, mais ce gaz carbonique termine sa vie au fond de l'océan. Ça forme des petits coquillages, par exemple, qui vont au fond de l'océan, ça sédimente. Mais la capacité d'absorption de l'océan n'est pas illimitée. Donc on peut craindre que la capacité d'absorption de l'océan ne diminue. Donc il n'y a pas d'espoir tout d'un coup comme ça que par miracle l'océan absorbe plus de gaz carbonique qu'il en absorbe actuellement. C'est plutôt le contraire. Merci pour ta bonne question. D'autres questions? Actuellement, on est 7 milliards. 2050, 12 milliards. En gros, donc c'est-à-dire plus d'industrie, plus d'alimentation. À combien le GIEC, donc, vous estimez la population mondiale maximum, s'il vous plaît? Non, disons le GIEC, plutôt que de faire cette démarche, le GIEC, disons, que fait le GIEC, c'est qu'il tient compte des chiffres d'évolution de la population fournis par les démographes. C'est plutôt comme ça qu'on opère. Dans les scénarios du GIEC, effectivement, on tient compte de la démographie. Mais alors, ce que je dis généralement, c'est que, en gros, disons, quand on regarde, alors, disons, si on est dans un monde à 6 milliards d'habitants, on est un peu plus maintenant, mais en milliards de tonnes de carbone, on utilise à peu près 10 milliards de tonnes de carbone actuellement, chaque année. 37 milliards de tonnes de CO2, mais un peu plus de 10 milliards. En gros, il faudra descendre à 3 milliards de tonnes de carbone.
Donc si on est 3 milliards de tonnes de carbone, si on est 6 milliards sur cette planète, alors actuellement on a 2 tonnes par habitant. Ça ferait 500 kilos par habitant. Donc il faut qu'on diminue globalement par 4. Hein, donc disons. Mais en fait, et si on est 10 milliards, on a le droit à 300 kilos par habitant. Alors, du point de vue énergétique, si on fait vraiment, si on est capable de descendre de 2 tonnes par habitant à 500 kilos, je pense qu'on sera capable de descendre à 300 kilos. Ou bien on aura une véritable révolution énergétique. Le problème, c'est plutôt le problème alimentaire, parce que il y a vraiment, sur beaucoup des points qu'on regarde, par exemple les émissions négatives, on va de front vers, disons, vraiment, il va y avoir une compétition entre l'alimentaire et l'énergétique. Donc, et ça, c'est clair que ça sera plus difficile de nourrir 10 milliards d'habitants dans un monde qui se sera réchauffé, hein, il faudra lutter contre le réchauffement climatique, que dans un monde qui resterait comme aujourd'hui. Hein, c'est ça, pour moi, c'est très clair. Donc, effectivement, la démographie est un paramètre très important de l'évolution de nos civilisations, c'est très clair. Mais le GIEC ne fait pas de recommandations en tant que tel, c'est ça que je veux dire. On prend les chiffres, voilà, on tient compte des... Mais les démographes ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais on va quand même bien vers 10 milliards en 2050, peut-être pas 12, voilà, mais on parlait de 9, de 10 maintenant. Oui, en France, on a passé plusieurs années, ces dernières années, donc avec 0,1, 0,2, 0,3% de croissance, produit intérieur brut. Bon, là, ces derniers jours, on parle de 1,6, 1,7. Bon, tout le monde a l'air très content. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène du produit intérieur brut? Bon, est-ce que, avec les thèses qu'on peut développer peut-être sur le développement durable, sur une autre croissance, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux peut-être mesurer le bien-être des gens plutôt que peut-être le produit intérieur brut? Je ne sais pas. Bon, disons que, voilà, quelle est la corrélation? Alors, est-ce que, parce que, bon, tout le monde veut plus de croissance, enfin, tout le monde, enfin, la majorité en tout cas. Donc, est-ce que le fait d'avoir 1,6, 1,7 ou 2% de croissance du produit intérieur brut peut aller avec aussi le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique? Non, c'est difficile. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'on devrait s'appuyer sur d'autres indices que simplement PIB. Bon, prenons par exemple, en gros, c'est quoi? Lutter contre le réchauffement climatique, c'est diminuer la consommation d'énergie. Donc, c'est diminuer le produit intérieur brut d'une certaine façon. Il n'y a pas, même si c'est de l'importation. Bon, mais bon, moi je pense qu'il faut. Bon, ce qui est important, là où je ne partage pas complètement avec vous, ce qui est important, je ne suis pas sûr que les gens soient attachés à l'augmentation du PIB. Ce à quoi ils sont attachés, c'est à la création d'emplois. Et donc, moi, je pense qu'on peut diminuer la consommation d'énergie et créer des emplois en diminuant la consommation d'énergie, ou enfin en faisant des renouvelables, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre est au contraire, disons, potentiellement créateur d'emplois. Donc, je pense que plus que le PIB, ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir un travail intéressant. Donc, cette notion de PIB est assez artificielle. D'ailleurs, on voit bien que, y compris en France, disons, l'augmentation de la croissance ne met pas tout de suite en marche des créations nouvelles d'emplois. Même s'il y a un lien très clair entre PIB et emploi, on peut rêver d'un monde un peu différent où les créations d'emplois ne sont pas liées directement à l'augmentation du PIB. Oui. Non, moi je regarde où il va. Très bien. Oui, je voulais vous poser une question par rapport au quota carbone. Moi, je suis un peu dubitative là sur la position des États européens, considérant qu'on a effectivement des propos très volontaristes où on nous met tous face à notre réalité personnelle, mais on oublie peut-être de structurer ou d'être très volontariste à cet endroit-là, c'est-à-dire sur le marché du carbone, considérant qu'on a fixé le niveau d'intervention et d'action sur la prise en main des industries et des industriels sur la réduction des émissions à un prix de 20 € la tonne, et aujourd'hui on est autour des 5, avec des quotas gratuits qui sont énormément discutés au niveau européen. Donc quel est votre sentiment à cet endroit? Oui, le véritable... Bon,
si on n'a pas, bon, on peut parler des aspects financiers, si on n'a pas d'outils, disons, d'outils incitatifs ou, disons, presque punitifs à changer le mode de développement, il ne se passera pas grand-chose. Moi, je crois profondément à l'intérêt des quotas carbone, mais c'est un échec, c'est un double échec pour l'Europe. D'abord, il y a eu toutes ces malversations qui ont donné une image extrêmement négative. Et puis, effectivement, pourquoi est-ce que le quota carbone en dessous de 30 euros n'agira pas? Il faudrait qu'il passe entre 30 et 100 euros la tonne de CO2 pour qu'il soit vraiment réellement, disons, efficace. Et ce qui s'est passé, eh bien, ce qui se passe toujours, il y a les lobbies qui ont fait, bon, disons, quand les quotas se sont mis en place, il y a eu tellement disons, tous les groupes ont dit d'accord, mais on veut des quotas gratuits. Il y a eu tellement de distribution de quotas gratuits que les quotas n'ont plus de valeur. Donc, si l'Europe continue comme ça n'a de sens que si ça a disons, ça a un prix réel et il faut au minimum 30 euros et que ça monte. Et là, bon, c'est absolument, il faut qu'il y ait, enfin, j'y suis favorable, mais vraiment, je pense que c'est aussi ce que vous souhaitez, disons, vraiment à un niveau vraiment efficace et en dessous de 30 euros la tonne, et puis il ne le sera pas. Donc il faut pas, disons que les quotas, il faut les appliquer à tout le monde, sans donner des quotas gratuits, sans donner des... disons, tout le monde essaye de s'en exonérer. Voyons, encore quelques questions. Peut-être moi une alors. Ah ouais, t'as le droit, Pancho. C'est le droit. Bon. Je me demande si la question des solutions par rapport au changement climatique n'est pas d'abord profondément culturelle. Il y aurait quand même beaucoup de bonheur, de plaisir à construire autrement, à travailler autrement, se déplacer autrement. Le génie humain est capable de trouver des choses qu'on ne soupçonne même pas, magnifiques. Donc, pourquoi on a tant de difficultés, selon toi, à passer d'un modèle à un autre, à imaginer simplement le passage vers d'autres solutions? Oui, il y a une inertie. Bon, je pense qu'il y a... Bon, dans le cas qui nous importe, c'est pourquoi on n'est pas passé en disant, on ne sait pas se priver de combustibles fossiles. Bien d'abord parce que la recherche a été... Moi, je suis arrivé au CEA il y a 50 ans maintenant, 49 ans. Les gens travaillaient sur les piles à combustible, l'hydrogène, et tout le monde a abandonné. Bon, d'abord à cause du lobby pétrolier, et ensuite, bon... Les gens ont préféré développer le nucléaire, c'est un autre choix. Mais on a arrêté toutes les recherches dans ce domaine. Alors, voilà, donc, bon, c'est anecdotique, mais Louis Schweitzer, quand il était PDG de Renault, il nous avait invité à déjeuner avec mon collègue Hervé Le Treut, et c'était dans les années 90. Donc, il avait dit, moi, bon, il est un peu climato-sceptique, il était maintenant, mais donc, moi, c'est pas mon problème. Donc, c'était quand même le PDG de Renault, c'est pas mon problème l'effet de serre. On essaye de lui expliquer quel est son problème, et le résultat, c'est qu'il a abandonné toute recherche sur les véhicules électriques dans les années 90. Il les a envoyés chez Nissan. Donc, il faut aussi des gens qui aient de la vision. Donc, effectivement, il faut de la vision politique, il faut... bon, j'ai bien apprécié dans ce cas-là... J'ai bien apprécié Emmanuel Macron. J'ai soutenu Benoît Hamon parce qu'il était extrêmement dynamique sur ces problèmes d'effet de serre. Je travaille actuellement avec Pierre Laroutourou parce que bon, il a beaucoup d'idées. Donc il faut aussi, bon, je pense qu'actuellement il y a une certaine dynamique qui s'est créée en France autour de l'accord de Paris, mais il faut aussi une véritable vision politique. Et c'est le rôle de nos politiques d'entraîner, parce que je pense que c'est possible si on a de vrais leaders, parce que techniquement c'est possible, et je le redis, j'ai essayé de le dire, je suis comme aussi d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue, c'est pas du tout faudrait surtout pas présenter alors nous on parle d'un monde sans carbone, d'un monde sobre en carbone, comme un monde vraiment inintéressant. Au contraire, moi je trouve très attractif, y compris du point de vue culturel, du point de vue des relations des gens. Voilà, donc tout cela, ça peut jouer effectivement. On voit bien que des choses qui se développent, c'est des choses comme le covoiturage, le partage, l'autopartage, tout ça se développe c'est quand même développé à travers cette nécessité de diminuer nos consommations. Et c'est plutôt positif du point de vue culturel, du point de vue des relations entre les gens. Oui, absolument, absolument. D'autres questions encore ou on arrête là? Ouais.
Je crois qu'il y a une question, je crois, par là. Encore? T'en as une? Tiens, donc moi j'aurais une question par rapport à l'océan. Donc l'océan va s'acidifier de plus en plus comme vous l'avez dit. Est-ce que vous savez si ça va avoir un impact sur le taux de salinité de l'eau? Non. Non, pas directement sur le taux de salinité de l'eau, mais la salinité de l'eau va varier. Elle varie par exemple dans les régions où il y a plus de précipitations, mais l'acidification de l'océan ne va pas jouer sur le taux de salinité de l'eau. Non, pas directement. Une question, Zoé? Elle en a une. Je suis sûr qu'elle en a une. On a bien compris que les activités humaines jouaient le plus grand rôle dans l'augmentation du gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, mais du coup les autres facteurs qui peuvent influer, comme par exemple les paramètres astronomiques, puisque nous sommes dans une phase chaude du climat, quelles conséquences elles peuvent avoir? Oui, merci Zoé. Alors, effectivement, si on regarde le climat, on a parlé des variations récentes. Les causes naturelles de modification du climat, c'est plus l'activité solaire et puis, disons, les volcans. Sur des échelles de temps plus longues, eh bien, c'est la position de la Terre sur son orbite qui joue un rôle, l'astronomie. Alors, finalement, on a de la chance. L'astronomie nous est extrêmement favorable. Si on regarde toutes les périodes glaciaires qui ont précédé la nôtre, les trois précédentes n'ont duré que 10 000 ans. Or, nous sommes depuis 12 000 ans dans la période chaude actuelle. Alors d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, on parlait du passage à la prochaine période glaciaire, puisque les gens disaient on y est depuis 10 000 ans, donc on va passer dans la prochaine période glaciaire. Et en fait, pourquoi ce n'est pas le cas? C'est grâce à l'astronomie. Parce que quand on regarde la période interglaciaire, la quatrième, il y a 400 000 ans, eh bien, elle a duré 30 000 ans. Et pourquoi elle a duré 30 000 ans? Eh bien, parce que l'orbite de la Terre était circulaire, pratiquement. Donc, c'est une ellipse plus ou moins plus ou moins elliptique. Et il y a 400 000 ans, elle était circulaire. Et quand elle est circulaire, eh bien, l'insolation ne diminue pas rapidement. Et c'est la raison pour laquelle cette période a duré 30 000 ans. Et en fait, nous sommes dans la même configuration d'une orbite terrestre tout à fait circulaire, et c'est la raison pour laquelle, de façon naturelle, notre période chaude devrait durer encore 15 000 ans. Donc avant de passer donc on a de la chance, c'est une chance que nos civilisations soient développées durant cette période chaude. Maintenant, si on regarde maintenant à l'échelle de temps, dans les variations, ça ne joue pratiquement pas. La variation de l'orbite sur la centaine d'années ne joue pas du tout sur le climat. Mais aux échelles de temps longues, oui. S'il n'y avait pas d'augmentation de l'effet de serre, on s'attendrait plutôt à une légère diminution. L'activité solaire a plutôt légèrement diminué, donc on s'attendrait plutôt à un léger refroidissement sur les 50 dernières années, qu'au réchauffement qu'on a observé. Voilà, merci Zoé. Et merci à vous d'avoir préparé tout cela, c'est sympa. Merci beaucoup. Bon, alors, la jeunesse a presque épuisé ses questions. Hein? Encore? Oui. Et est-ce que... il y en a encore un autre. Et du coup, en tant que climatologue, quelles sont les données que vous prenez en compte pour travailler et réaliser vos rapports? Les données biotiques? Sur l'océan? Non, en général. Ce qui nous intéresse, alors attends, qu'est-ce que c'est que le climat? C'est la température, les précipitations, ça c'est ce que te dit la météo, les vents. Donc il faut être capable de reconstituer ça. C'est aussi, les paramètres qui sont importants pour nous, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc en tant que vraiment les paramètres de la climatologie physique, bien sûr, ce qui nous intéresse dans le passé, c'est de reconstituer tous ces paramètres et bien de les appréhender sur la période actuelle. On utilise beaucoup les données satellitaires. Ensuite, les autres types de données qui nous intéressent, c'est effectivement l'augmentation. Donc on mesure, il y a des stations de mesure
par exemple, du suivi de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est suivi au jour le jour, différentes stations sur la planète. Donc ça, j'ai aussi beaucoup de collègues qui s'intéressent au cycle du carbone, à l'augmentation du méthane. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui travaillent de plus en plus maintenant sur le lien agriculture-changement climatique dans nos laboratoires, sur le lien entre là aussi la chimie atmosphérique, parce que ça joue aussi sur le climat. Donc il y a beaucoup de disciplines, pratiquement déjà dans des laboratoires comme le nôtre, qui s'intéressent au climat d'aujourd'hui, au climat. Donc et ensuite c'est beaucoup plus large, parce que sur les conséquences, vraiment, ça touche, ça va. Par exemple, j'ai fait une conférence la semaine dernière à Rennes, c'était un CHU qui s'intéressait au lien donc au CHU de Rennes, qui s'intéressait au lien entre santé et environnement. Quand on regarde les impacts, vraiment, ça élargit beaucoup le spectre des compétences. Il y a des juristes qui travaillent sur l'environnement, pratiquement toutes les disciplines, les géographes, bien sûr, les spécialistes de l'agriculture. Donc, si tu regardes en tant que discipline, il y a vraiment, on peut aborder l'étude du climat, les économistes, bien sûr. Donc, et puis bien sûr les ingénieurs pour développer de nouvelles techniques. Donc on peut être intéressé à l'évolution, enfin s'intéresser au climat à travers vraiment différentes. Mais pour ce qui me concerne, c'est vraiment la partie qui me concerne plus directement, c'est vraiment l'observation du climat physique, de son évolution, des causes de son évolution. Et pour se projeter sur l'avenir, il faut se pencher de manière rigoureuse sur le passé. Et c'est valable pas simplement pour la climatologie, c'est valable pour d'autres choses. Bon, alors la jeunesse s'exprime vaillamment. Alors et vous? Oui, une question là. Je voulais parler d'un thème qui nous touche actuellement et qu'on parle beaucoup, c'est les migrants. Qu'est-ce que vous pensez des futures migrations qu'il va y avoir d'un point de vue écologique qui seront quand même largement supérieures à ce qu'elles ne sont actuellement? Donc si nous, on peut bénéficier d'un climat qui va se réchauffer, on va peut-être pas bouger nous-mêmes, mais il va falloir trouver quand même des solutions et aussi accepter que des gens viennent chez nous. Parce qu'ils ne pourront plus vivre chez eux, soit au niveau alimentaire, ou soit au niveau des terres, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce futur boom migratoire au niveau de la planète? Il y a ce risque, on parle de 20 millions de migrants. C'est toujours difficile dans une migration de faire la part entre le climatique mais visiblement, il y a dans les risques sur le pourtour méditerranéen de zones où il n'y aura plus de sécurité alimentaire est assez grand et ça risque d'augmenter les flux de migrants depuis le Sahel, peut-être le Maghreb, enfin aussi, toute la corne de l'Afrique vers l'Europe. C'est clair que le réchauffement climatique en termes de migration n'est pas du tout une bonne nouvelle. Enfin, voilà, donc ces pays ont du mal et ils risquent d'avoir plus de mal. On est moins touché, des pays comme le Bangladesh souffriront, ou certains pays d'Asie souffriront plus. Une autre raison de migration, c'est l'élévation du niveau de la mer. Bon, on en souffrira peut-être moins directement, mais vraiment, le fait que le pourtour méditerranéen risque vraiment d'avoir moins de précipitations, et c'est vrai aussi bien au nord de la Méditerranée qu'au sud, risque effectivement d'augmenter le flux migrant de l'Afrique vers l'Europe. C'est clair. Et si on les aidait à faire le match d'après énergétique, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien c'est tout l'enjeu. Si de toute façon l'Afrique va là aussi les démographes nous disent que l'Afrique va passer d'un milliard à 2 milliards d'habitants entre maintenant et 2050. C'est-à-dire le continent le plus peuplé. Oui, c'est le continent qui devrait. Et il faut absolument que l'Afrique se développe. Et l'Afrique en termes d'énergie renouvelable, est un pays béni des dieux. Il y a du soleil, il y a du vent. Dans certaines régions, il y a aussi de l'hydraulique, il y a aussi beaucoup de biomasse dans certaines régions. Donc l'Afrique pourrait et devrait se développer sur l'énergie renouvelable. Mais c'est là tout l'enjeu du développement. La meilleure façon, c'est d'aider les Africains à se développer suivant ce schéma. Donc il faut absolument, je suis tout à fait d'accord. Et c'est l'objectif des 100 milliards de dollars, mais tout le monde dit que 100 milliards de dollars par an, c'est pas suffisant. On estime plutôt entre 200 et 300 milliards, ce qui serait nécessaire, en particulier à l'Afrique, pour se développer, disons, de façon correcte en termes de développement.
sobre en carbone, et voilà. Mais là aussi, ça serait très important d'aider l'Afrique à se développer de façon largement sur le renouvelable. Et à travers ça, évidemment, une fois qu'on a de l'énergie, c'est plus facile d'avoir de l'eau, c'est plus facile de rester dans ces pays. Petite question de sémantique, François Hinault. Oui, excuse-moi. Tu as parlé. Bah oui, tu as le droit aussi, tu dis rien, tu as le droit de ta question. On a parlé tout à l'heure de changement climatique, de dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Qu'est-ce que... Alors, oui, c'est vrai que dans le livre que j'écris, je dis ce que je pense de tout ça. Le fond, le vrai problème, on a vraiment un réchauffement climatique. C'est ça qui est vraiment la lame de fond. C'est vraiment le réchauffement climatique. Sur ce réchauffement climatique se superpose un dérèglement, c'est-à-dire que les événements extrêmes, c'est un peu ce que j'ai montré par exemple sur les températures records. Tu as un réchauffement moyen de 5 degrés et les températures records montent plutôt de 10 degrés. Donc les extrêmes deviennent plus extrêmes et il y a un dérèglement. Donc en gros, c'est quoi? C'est un dérèglement climatique qui se superpose à un réchauffement climatique. Mais c'est vrai, donc moi, ça me va très bien. On parle de changement climatique et en anglais, c'est climate change. On parle aussi de climate warming. Bon, je pense que le terme de dérèglement que préfèrent certains va bien, mais c'est oublier que la raison du dérèglement, c'est le réchauffement, ce qui se superpose sur... donc c'est ça la réalité. Mais effectivement, il y a un dérèglement en ce sens que les événements extrêmes deviennent plus extrêmes et on voit bien que c'est le cas des cyclones et tout, mais on voit bien que c'est ça qui affecte les gens plus que la température moyenne pour le moment. Ceux qui sont intéressés par la présentation, elle sera disponible sur le site de Chemin Vidéac. Parfait, voilà. Parfait. On va t'adopter. Vous pouvez la prendre. Pour nous ramener au ras des pâquerettes, pourquoi il y a de la climatisation ce soir dans une salle comme ça, alors qu'on est tous enrhumés en plus? Est-ce que c'est vraiment bien au niveau énergétique? Je suis exonéré de la réponse. François va répondre. Non, alors la simple vérité, c'est que je ne sais pas si, je ne crois pas que ce soit climatisé. C'est un mode de chauffage un peu différent. C'est pas une climatisation. Mais je ne saurais dire exactement ce que c'est. En tout cas, le problème, c'est que quand il y a 200 personnes qui respirent dans une pièce, il faut renouveler l'air, tout simplement. Et donc c'est du renouvellement d'air qu'il y a. Ah, voilà. Merci, monsieur l'architecte. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Ben voilà, c'est bien d'être là. Est-ce que ça a un coût énergétique? Oui, puisqu'il y a quelque chose qui tourne. Xavier, tu es loin? Est-ce que ça a un coût énergétique? Oui, forcément, puisqu'il y a un moteur électrique qui fait tourner la ventilation. Donc c'est un coût énergétique, effectivement. Mais si on ne respire pas, c'est un coût énergétique aussi. Non, mais on a hésité, on a dit la prochaine fois on le fera, venez avec 3 gros pulls, mais on va le faire, on va y penser. Oui, mais vous avez raison, sérieusement. Tu as une dernière question là. Allez, une dernière question. Juste une petite question sur le permafrost et le méthane. Est-ce qu'on a est-ce que les études sont intéressantes suivant le réchauffement? Qu'est-ce qui va se passer avec le permafrost? Oui, alors donc le permafrost, c'est du sol gelé. Donc il y a des sols qui sont gelés depuis le dernier maximum glaciaire, qui n'ont jamais dégelé, qui n'avaient jamais dégelé jusque-là. Donc par exemple dans la Sibérie, alors si on va tout au nord de la Sibérie, ces sols gelés peuvent avoir quelques centaines de mètres d'épaisseur, et puis à mesure qu'on va vers le sud, ils sont moins épais, donc jusqu'à avoir quelques mètres d'épaisseur, et puis de plus en avoir. Et ces sols gelés, avec le réchauffement climatique, il se modifie. Par exemple, ce qu'on appelle la couche active, c'est-à-dire que chaque été, il y a une partie supérieure de ce permafrost qui fond, le sol qui devient meuble, et cette couche active, elle devient de plus en plus épaisse, et la matière organique qui était piégée dans ce sol depuis des millénaires, dans certains cas, se décompose et va émettre soit du CO2, du gaz carbonique, soit du méthane. Alors, oui, il y a beaucoup d'études. Pour le moment, les estimations sont vraiment très imprécises. Pratiquement, il y a un facteur 5 entre les estimations minimales et maximales. Et en gros, ça correspond à peu près à 5 années d'émissions, en équivalent CO2, d'émissions
d'émissions de CO2 au rythme actuel. Sans donner trop de chiffres, ça veut dire que quand on dit qu'on n'a que 20 ans, disons qu'on n'a plus que 20 ans d'émissions au rythme actuel, si on tenait compte de cela, eh bien ça nous donne 5 ans de moins à émettre. C'est un peu le schéma. Donc par rapport, ça donne une idée. Mais il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'études actuellement sur le permafrost en Sibérie, au Canada. C'est effectivement très important. Bien, nous arrivons vers la fin. Vous avez vu ici, dans beaucoup d'endroits, on essaie, et ce soir en particulier, on essaie systématiquement d'interroger notre passé, notre histoire, pour essayer d'éclairer notre avenir. Et les responsables du site, que je vois cachés en haut là-bas, et les membres du comité de pilotage, moi je ne suis qu'un retraité bénévole et actif, m'ont dit de vous dire que ça va continuer. Qu'on va continuer à inviter des gens pour interroger le passé et éclairer notre avenir. Ça va venir assez vite d'ailleurs. D'autres personnes que nous connaissons vont venir ici pour essayer que ce soit une belle fête comme ce soir, de réflexion, de pensée, d'échange entre des citoyens majeurs et un échange pas toujours courant entre la jeunesse et puis nos âges un peu plus mûrs. Ouais. Moi, je souhaite vous remercier pour votre présence, toutes les interactions. Merci beaucoup à vous tous. Oui, mais tu m'as coupé la parole juste au moment où j'allais te dire, et je vous propose de l'applaudir en signe de remerciement chaleureux. Vraiment, merci à toi, Jean. Merci.